Rejoignez les chroniques de Reddit et plongez dans d'autres récits, mais d'abord, écoutez celui-ci. Je m'appelle Maravance. J'ai 27 ans et je restaure des photographies endommagées et de vieilles archives familiales à Portland, dans l'Oregon. La plupart des matins, mon travail est calme. Je redonne de la netteté aux visages effacés. Je répare des photos de mariage déchirées, des actes de naissance brûlés, des lettres tachées d'eau et le genre de souvenirs que les gens sont terrifiés à l'idée de perdre. Mais ce matin, mon propre passé m'a rattrapé avant même que je n'ai touché à mon café. Mon téléphone clignotait sur le comptoir de la cuisine avec 113 appels en absence et des messages de 2 personnes que j'avais enfouies si profondément dans ma vie que je m'étais presque convaincu qu'elles avaient disparu pour toujours. Le nom du contact indiquait maman et papa, mais ces mots n'avaient plus signifié la sécurité pour moi depuis l'âge de 12 ans. Mes mains sont devenues glacées avant même que je n'ouvre un seul message, car certains souvenirs ne reviennent pas lentement. Ils frappent comme une porte qu'on enfonce à coups de pied. Une seconde, je me tenais dans mon appartement silencieux. La seconde suivante, j'étais de retour dans une station-service du désert, au milieu de nulle part, plissant les yeux à cause de la chaleur. Regardant la voiture familiale s'éloigner pendant que les personnes à l'intérieur riaient comme si ma terreur était la chose la plus drôle qu'ils aient jamais vue. Ils ne m'ont pas perdu. Ils ne m'ont pas oublié. Ils m'ont laissé là exprès et en ont fait un pari. Je me souviens encore de la voix disant, peut-être que cela lui apprendra enfin quelque chose. Je me souviens d'une autre voix riant du fait que je ne trouverais même pas la route pour rentrer. Je n'avais pas de téléphone, presque pas d'argent et aucune idée de la distance qui me séparait de chez moi. Ce jour-là a scindé ma vie en 2 versions. La fille qu'ils ont abandonnée et la femme qui n'est jamais revenue. 15 ans plus tard, ils m'ont enfin retrouvé. Et cette fois, c'était eux qui suppliaient. Avant que je ne vous dise ce que contenaient ces 113 messages, dites-moi ceci. Quel temps fait-il chez vous aujourd'hui? Et cela ressemble-t-il à l'état d'esprit dans lequel cette histoire vient de vous plonger? Je ne suis pas né Mara. À l'époque, je m'appelais Elise Carvey et j'ai grandi à Quartz Bend, dans le Nevada, une petite ville routière aride où chaque bâtiment semblait brûlé par le soleil et où chaque famille savait comment faire semblant en public. Mes parents possédaient un garage de remorquage, un petit motel en bord de route et un terrain de réparation rempli de voitures cassées qu'ils juraient de réparer un jour. Pour les étrangers, nous avions l'air d'une famille de travailleurs acharnés. Les gens voyaient mon père serrer la main des voyageurs en détresse, ma mère sourire derrière le comptoir du motel et moi, me tenant tranquillement à côté d'eux comme une enfant bien dressée. Ils nous qualifiaient de coriaces. Ils nous qualifiaient de respectables. Ils disaient que mes parents m'élevaient avec du cran. Mais à l'intérieur de notre maison, le cran n'était que le joli mot qu'ils utilisaient pour désigner la peur. Tout était une leçon. Si je renversais du jus, je devais nettoyer toute la cuisine pendant que ma mère regardait l'horloge. Si j'oubliais de plier les serviettes pour les chambres du motel, mon père m'obligeait à rester dehors devant le bureau jusqu'à ce que je puisse expliquer pourquoi les personnes paresseuses ruinaient les entreprises. Si je pleurais, il disait que je me rendais embarrassante. Si je restais silencieuse, il disait que je boudais. Il n'y avait pas de bonne réponse, seulement la réponse qui les faisait le moins rire. Ils adoraient faire des paris sur moi. Pas de grands paris dramatiques, juste de petites cruautés prononcées avec le sourire autour d'un café ou d'un dîner. Ma mère disait, je parie $5 qu'elle s'excusera avant l'heure du coucher. Mon père disait, je parie 10 qu'elle pleurera en premier. Il transformait si souvent ma peur en divertissement que j'ai commencé à me sentir comme une invitée dans mon propre corps. À 8 ans, je me suis perdu derrière la buanderie du motel après que ma mère m'a dit de porter des draps qui étaient trop lourds pour moi. Au lieu de me chercher tout de suite, elle a attendu presque 1 heure et m'a ensuite dit que la panique, c'était ce qui arrivait aux filles qui ne faisaient pas attention. À 10 ans, mon père m'a laissé seul à côté d'un magasin de pneus fermé parce que j'avais oublié de lui apporter le bon reçu du bureau. Il est revenu après le coucher du soleil avec un hamburger pour lui-même et m'a demandé si j'avais appris à ne pas lui faire perdre son temps. À l'âge de 12 ans, j'avais appris à déchiffrer les bruits de pas, les voix, les portes de placard et la façon dont le silence changeait avant que quelque chose de mal n'arrive. La seule chose qui m'appartenait vraiment, c'était une boîte poussiéreuse de vieilles photographies que j'avais trouvées dans la réserve derrière le motel. Elles avaient été oubliées par des voyageurs au fil des ans. Des photos de mariage, des photos de bébés, des portraits de famille avec des noms écrits au dos. J'avais l'habitude de m'asseoir par terre et de les nettoyer avec un mouchoir en papier, en essayant de deviner qui étaient ces personnes et si elles manquaient à quelqu'un. Je crois que c'est la première fois que j'ai compris que les souvenirs comptaient, même ceux endommagés.
Surtout ceux endommagés. Ce printemps-là, une bibliothécaire de la ville voisine a vu un projet scolaire que j'avais réalisé à partir de photos restaurées et m'a recommandé pour un programme d'archives d'été. Cela ne durait que 4 semaines. C'était gratuit. Pour moi, c'était comme si quelqu'un avait ouvert une fenêtre dans une pièce verrouillée. J'ai ramené le formulaire à la maison, plié dans mon sac à dos, et j'ai attendu le dîner pour leur demander. Ma mère l'a regardé comme si je lui avais tendu une facture. Mon père a ri un coup, non pas parce que c'était drôle, mais parce qu'il voulait que je sache que la réponse était déjà non. Il a dit que j'avais des responsabilités au garage. Ma mère a dit que les gens comme nous ne gaspillaient pas leurs étés à jouer avec les photos d'étrangers morts. Pour la première fois de ma vie, j'ai tenu tête. Ma voix tremblait, mais j'ai dit que je ne voulais pas passer toute ma vie à nettoyer derrière leur entreprise. La pièce est devenue si silencieuse que j'ai su que j'avais fait une erreur avant même que les mots ne soient complètement sortis. Ma mère a posé sa fourchette avec précaution. Mon père s'est adossé à sa chaise et m'a regardé avec cette expression amusée qui signifiait toujours qu'il avait déjà décidé comment j'allais payer. Il a dit que j'avais peut-être besoin d'apprendre ce que l'on ressentait vraiment en se débrouillant seul. Ma mère l'a regardé et a souri d'une manière qui m'a retourné l'estomac. Elle a dit que la leçon devait peut-être se dérouler quelque part d'où je ne pourrais pas courir à la maison si facilement. Le lendemain matin, ils ont fait semblant d'être de bonne humeur. Trop de bonne humeur. Ma mère a préparé des sandwichs. Mon père a fait le plein d'essence. Ils ont dit que nous allions faire une promenade en famille vers le lac, près de la frontière de l'État. Juste nous 3. Un nouveau départ après toute mon insolence. Je voulais les croire parce que les enfants sont faits pour espérer, même quand l'espoir continue de les blesser. Mais alors que je grimpais sur le siège arrière et que je regardais Quartzbent rétrécir derrière nous, j'ai senti un froid s'installer sous mes côtes. Il ne m'emmenait pas en voyage. Il m'emmenait pour une leçon. La première heure du trajet fut presque normale, et d'une certaine manière, cela rendait les choses encore pires. Mon père gardait la radio forte, tapotant sur le volant comme s'il était de très bonne humeur. Ma mère se retournait du siège passager toutes les quelques minutes avec des questions qui semblaient désinvoltes mais qui tombaient comme des pièges. Est-ce que je pensais être grande maintenant? Est-ce que je pensais que mes petits rêves intéressaient les étrangers? Est-ce que je pensais que le monde récompensait les filles qui répondaient à leurs parents? Je fixais mes genoux et essayais de répondre prudemment, mais chaque réponse les divertissait. Si je disais non, ils riaient parce que j'avais l'air effrayé. Si je restais silencieuse, ma mère disait que le silence n'était pas de la maturité. C'était de la faiblesse portant un masque. Je n'avais pas mon téléphone avec moi. Elle l'avait pris avant notre départ, en disant que le temps passé en famille ne nécessitait pas d'écran. J'avais $4 et quelques pièces dans ma poche, provenant de pourboires que j'avais trouvés dans les chambres du motel. Je n'avais pas de carte, pas de bouteille d'eau à moi, et aucune idée de l'endroit où nous allions, si ce n'est que nous nous éloignions de plus en plus de tout ce qui m'était familier. La route s'étirait devant nous comme si elle n'avait pas de fin. Les maisons ont d'abord disparu, puis les stations-service, puis les petits groupes de bâtiments qui me donnaient l'impression qu'il y avait encore des gens à proximité. Au bout d'un moment, il n'y avait plus que l'autoroute, de la terre pâle, un ciel dur et l'occasionnel camion qui passait avec une bouffée de vent chaud. Mon père parlait de la survie comme si c'était un passe-temps. Il disait que les gens étaient devenus mous parce qu'ils s'attendaient à être secourus. Ma mère disait que le problème avec les enfants, c'était qu'ils confondaient le confort avec l'amour. Je me souviens avoir enfoncé mes ongles dans la paume de ma main parce que la douleur que je choisissais me semblait plus sûre que la peur que je ne pouvais pas contrôler. Vers midi, nous nous sommes arrêtés à un endroit appelé Sagebruch Stop. C'était moins une station-service qu'un bâtiment fatigué accroché au bord de la route. 2 pompes, une machine à glaçons fissurée, une petite supérette avec des affiches délavées à la fenêtre. Des toilettes sur le côté. Au-delà, rien que le désert et une autoroute qui scintillaient sous la chaleur. Mon père s'est garé à côté de la pompe et m'a dit de sortir pour me dégourdir les jambes. Ma mère a dit qu'ils entraient pour acheter des boissons et se renseigner sur un raccourci vers le lac. J'ai tendu la main vers la poignée de la porte pour les suivre, mais elle s'est retournée si vite que je me suis figé. Elle a dit que j'avais 12 ans, que je n'étais pas un bambin, et que je pouvais rester dehors pendant 5 minutes sans faire de scène. Mon père m'a souri par-dessus le toit de la voiture. Pas chaleureux, pas gentil, juste dans l'attente. J'ai donc hoché la tête et je me suis tenu près de la devanture du magasin pendant qu'ils entraient. Au début, je les ai observés à travers la vitre. Ma mère a pris une bouteille d'eau.
Mon père a parlé au caissier. Puis un camion s'est garé entre moi et la fenêtre, bloquant ma vue pendant quelques secondes. Quand il s'est déplacé, il n'était plus à l'intérieur. J'ai regardé vers les toilettes. Rien. J'ai regardé vers les pompes. La voiture avait disparu. D'abord, je me suis dit qu'il l'avait déplacée de l'autre côté. Puis je me suis dit qu'il vérifiait peut-être les pneus. Ou peut-être qu'ils avaient conduit à l'arrière. Les mensonges sont venus rapidement parce que la vérité était trop lourde à affronter. 15 minutes se sont écoulées, puis 30. La chaleur pesait sur mon visage et mes bras jusqu'à ce que ma peau me tiraille. J'ai marché jusqu'au coin du bâtiment, puis je me suis dépêché de revenir parce qu'il m'avait dit de rester près de l'entrée. Même abandonné, j'avais encore peur de désobéir. Un homme portant une casquette de baseball est passé devant moi et m'a demandé si j'allais bien. J'ai dit oui si vite qu'il a à peine ralenti. J'avais la gorge sèche, mais je ne suis pas entré pour demander de l'eau. Ma mère avait inculqué la honte en moi si profondément que le fait d'avoir besoin d'être donné l'impression de faire quelque chose de mal. Après presque 1 heure, j'ai vu notre voiture revenir sur la route. Tout mon corps a été inondé d'un soulagement si vif qu'il m'a presque fait mal. Je me suis éloigné du mur et j'ai levé la main. Pendant 1 seconde, j'ai cru que la leçon était terminée. Je pensais qu'ils allaient déverrouiller les portes, me dire que j'avais l'air ridicule, rire, et me laisser remonter dans l'air conditionné. Je pensais avoir survécu au test qu'ils avaient préparé. Puis la voiture a ralenti à côté de moi et la vitre passager s'est baissée. Ma mère n'avait pas l'air inquiète. Mon père n'avait pas l'air désolé. Ils avaient l'air ravis. Comme s'ils avaient attendu cette expression exacte sur mon visage. La voiture s'est arrêtée assez longtemps pour que je puisse les voir clairement. Je me suis avancé vers la portière arrière, mais elle est restée verrouillée. Ma mère a croisé les bras et a penché la tête à travers la vitre ouverte. Elle a dit, peut-être que cela lui apprendra enfin quelque chose. Mon père a ri depuis le volant et a dit qu'il pariait que je ne pourrais même pas retrouver la route du retour. Ma mère a souri et a dit, 20 $ qu'elle pleurera avant le coucher du soleil. Ensuite, mon père a levé 2 doigts du volant dans un petit signe d'au revoir et la voiture a avancé. J'ai couru après elle, pas très loin parce que j'avais 12 ans, que le goudron était brûlant et que la voiture a pris de la vitesse rapidement. Mais j'ai couru jusqu'à ce que ma poitrine me brûle et que ma voix se brise. Je leur ai hurlé de s'arrêter. J'ai hurlé que j'étais désolé, même si je ne savais pas quelles excuses pourraient réparer le fait d'avoir été laissé dans le désert. La voiture est devenue de plus en plus petite, puis s'est transformée en un éclat de lumière, puis a disparu. C'est à ce moment-là que j'ai compris quelque chose qu'aucun enfant ne devrait jamais avoir à comprendre. Il ne m'avait pas perdu. Il ne m'avait pas oublié. Ma peur n'était pas un accident. C'était le but. Je suis retourné à la station parce qu'il n'y avait nulle part ailleurs où aller. Chaque bruit semblait trop fort. Le cliquetis des pompes, le bourdonnement de la machine à soda, les pneus passant sur l'autoroute. Mon cœur battait si fort contre mes côtes que je pensais que les gens pouvaient l'entendre. Je me suis assise à côté de la machine à glaçons car il y avait là une fine bande d'ombre. J'avais 4 $ dans ma poche, mais j'avais peur de les dépenser de travers. J'avais peur qu'ils reviennent et me hurlent dessus parce que j'avais bougé. J'avais peur qu'ils ne reviennent jamais. Le désert n'était pas comme le parking d'un centre commercial ou la périphérie d'une ville. Il n'y avait aucune rue familière à proximité, aucun voisin qui pourrait me reconnaître. Si je marchais, je pouvais aller dans la mauvaise direction jusqu'à ce que le soleil vide toutes mes forces. Si je restais, je pourrais encore être là après la nuit tombée. J'en savais assez pour être terrifié, mais pas assez pour me sauver moi-même. C'était la partie la plus cruelle. Mes parents avaient passé des années à m'apprendre que demander de l'aide était une faiblesse, pour ensuite me laisser dans un endroit où demander de l'aide était la seule chose intelligente à faire. J'ai essayé d'être invisible. J'ai fait les 100 pas près de la fenêtre. J'ai fait semblant de lire des affiches délavées. Je me suis éclaboussé le visage avec de l'eau dans les toilettes et je me suis senti coupable de l'utiliser sans rien acheter. Chaque fois qu'une voiture ralentissait, l'espoir me transperçait puis s'évanouissait. J'ai dit à 2 personnes que j'attendais mes parents. Le mensonge sonnait de plus en plus petit à chaque fois. La 3e personne ne l'a pas accepté. C'était la femme derrière le comptoir, plus âgée que ma mère, avec des cheveux bruns tirés en arrière et des yeux fatigués qui avaient vu trop de gens faire semblant d'aller bien. Elle est sortie avec un gobelet d'eau et m'a demandé depuis combien de temps j'attendais. J'ai répondu quelques minutes.
Elle a regardé le soleil, puis mon visage, puis mes mains tremblantes. Elle a dit, « Ma chérie, je t'ai vu ici avant l'heure de pointe de midi. » C'est là que j'ai craqué. J'ai pleuré si fort que je pouvais à peine respirer, mais elle n'a pas ri. Elle m'a guidé à l'intérieur, m'a assise près du comptoir et a posé de l'eau devant moi. Son badge indiquait Nora. Elle m'a demandé mon nom, mon âge, où j'habitais, et si je connaissais la voiture. Je lui en ai dit assez pour que son visage change. Elle a verrouillé la porte latérale, a dit à un autre employé de surveiller la caisse et a appelé la patrouille de l'autoroute. En attendant, elle m'a donné des crackers et m'a dit que je n'avais pas d'ennui. Je ne l'ai pas cru. Les enfants comme moi croyaient toujours que nous avions des ennuis parce que c'était la supposition la plus sûre. Quand l'officier est arrivé, il a posé des questions douces, mais son expression s'est durcie au fur et à mesure que je répondais. Il m'a demandé si mes parents avaient pu se méprendre et penser que j'étais dans la voiture. J'ai secoué la tête. Je lui ai dit qu'ils étaient revenus. Je lui ai parlé de la vitre baissée. Je lui ai parlé du pari. Nora a montré la caméra au-dessus de la pompe et a dit que la station enregistrait tout. Je pensais que la pire chose ce jour-là avait été de regarder la voiture disparaître. J'avais tort. Le pire est arrivé lorsque la police les a appelés et qu'ils ne sont toujours pas revenus. L'officier m'a emmené dans le petit bureau derrière la caisse pendant que Nora affichait les images de vidéosurveillance. Je me suis assise sur une chaise en métal, mes pieds ne touchant pas tout à fait le sol, et j'ai écouté les adultes parler à voix basse. Sur le moniteur, la vérité est apparue sans émotion. Notre voiture arrivant, moi sortant, mes parents s'éloignant, la voiture partant pendant que je me tenais près du magasin. Presque une heure plus tard, la voiture revenant, la vitre s'abaissant, moi m'avançant, la voiture repartant, et moi courant après elle. Il n'y avait aucun malentendu possible dans ces images. Pas d'accident, pas de version derrière laquelle se cacher. L'officier m'a demandé mon numéro de téléphone à la maison, les noms de mes parents, le nom du motel, tout ce dont je me souvenais. Je lui ai tout donné parce que je pensais encore que les bonnes réponses pourraient redonner un sens au monde. Quand il les a joints, je ne pouvais entendre que sa partie de la conversation. Au début, sa voix était professionnelle. Puis elle a changé. Il leur a demandé s'ils comprenaient où il m'avait laissé. Il leur a demandé s'ils faisaient demi-tour immédiatement. Puis il s'est tu. Finalement, il a dit « Non, monsieur. Ce n'est pas une leçon d'indépendance. C'est un abandon d'enfant. » Ces mots ont vidé l'air de la pièce. Un abandon d'enfant. Pas de l'insolence, pas du drame, pas moi étant trop sensible. Une vraie phrase que les adultes utilisaient quand quelque chose de grave était arrivé à un enfant. Mon père a dû protester parce que la mâchoire de l'officier s'est contractée. Ma mère a dû prendre le téléphone parce qu'il a dit « Madame, une enfant de 12 ans sans téléphone ni eau n'a rien à faire seule dans une station-service du désert. » Ensuite, il a écouté à nouveau et m'a regardé à travers la vitre du bureau avec un mélange de pitié et de colère. Ils ont dit qu'ils étaient presque arrivés au lac. Ils ont dit que j'en savais assez pour demander de l'aide si j'en avais vraiment besoin. Ils ont dit que revenir trop vite récompenserait l'hystérie. C'est là que tout a changé. Je n'étais plus une enfant attendant d'être récupérée. J'étais une preuve. Une assistante sociale est arrivée avant le coucher du soleil. Elle m'a expliqué que, parce que mes parents m'avaient laissé dans un endroit dangereux et refusaient de revenir immédiatement, je ne serais pas renvoyé chez moi ce soir-là. J'ai entendu les mots, mais mon esprit s'est arrêté sur une seule chose, pas chez moi. L'idée de dormir ailleurs me terrifiait. Mes parents m'avaient raconté des histoires sur les enfants pris en charge par l'État. Ils disaient que ces enfants étaient des menteurs, des morveux, des fauteurs de troubles. Donc, quand l'assistante sociale a parlé de « placement d'urgence », j'ai cru que c'était une punition. Au lieu de cela, cela signifiait Caleb et June Vance. Je les ai rencontrés plus tard cette nuit-là dans un petit bureau éclairé au néon, avec un distributeur automatique qui bourdonnait dans le coin. Caleb avait les épaules larges, la peau burinée par le soleil, et il était silencieux. Il travaillait pour les secours routiers, ce qui signifiait qu'il avait sorti des conducteurs en détresse d'endroits comme celui où j'avais été abandonné. June était une infirmière en pédiatrie avec des mains douces et une voix qui ne me mettait pas au pied du mur. Aucun des deux ne s'est précipité vers moi avec une fausse bonne humeur. Aucun n'a exigé de câlin. Caleb s'est accroupi à quelques mètres et a dit qu'il était désolé que j'ai été laissé là-bas. Pas désolé que je me sente mal. Désolé que ce soit arrivé.
June m'a demandé si je voulais de la soupe ou des toasts quand nous arriverions chez eux. Je ne savais pas comment répondre parce que personne ne m'avait jamais demandé ce que je voulais sans s'en servir contre moi plus tard. Leur maison était petite, chaleureuse et ordinaire. Des chaussures près de la porte, un puzzle à moitié terminé sur la table basse. Une lumière dans le couloir que June a laissé allumer après m'avoir demandé si l'obscurité me dérangeait. Dans la chambre d'amis, il y avait un verre d'eau sur la table de chevet. Ce verre m'a presque fait pleurer à nouveau. Mes propres parents m'avaient laissé dans la chaleur pour prouver quelque chose. Des inconnus s'étaient souvenus que je pourrais me réveiller en ayant soif. J'ai à peine dormi. Chaque voiture dehors me faisait m'asseoir. Chaque murmure dans la ventilation sonnait comme quelqu'un qui partait. Mais personne n'est entré pour crier. Personne n'a ri depuis l'encadrement de la porte. Personne ne m'a traité de faible. Le matin, Caleb a préparé des crêpes sans agir comme si le petit déjeuner était une récompense. June m'a demandé si je voulais m'asseoir près de la fenêtre ou loin d'elle. De petits choix, des choix sûrs, des choses auxquelles je ne savais pas que les enfants avaient droit. Au cours des jours suivants, il y a eu des entretiens, des appels téléphoniques, des déclarations et des réunions. J'attendais toujours que quelqu'un dise que j'exagérais, mais chaque adulte qui visionnait les images devenait plus sérieux. Chaque personne qui lisait le rapport me posait des questions sur ce qui s'était passé avant la station-service. Une fois que j'ai commencé à répondre, l'histoire ne ressemblait plus à une seule mauvaise journée. Cela ressemblait à un schéma. Cela ressemblait à une mise en danger pratiquée pendant des années. La fois suivante où j'ai vu mes parents, ce n'était pas à la maison. C'était dans un tribunal. Et pour la première fois de ma vie, ils n'étaient pas les seuls adultes à avoir du pouvoir dans la pièce. Mes parents sont venus au tribunal habillés comme des personnes qui croyaient que l'apparence pouvait effacer les faits. Ma mère portait un chemisier crème et des boucles d'oreilles soignées, comme si elle assistait à une réunion d'école au lieu d'une audience pour avoir abandonné son enfant dans le désert. Mon père portait ses bonnes bottes et croisait les bras chaque fois que quelqu'un prononçait le mot sécurité. Ils n'avaient pas l'air honteux. Ils avaient l'air offensés. Cela m'a plus dérangé que ne l'aurait fait la colère. La colère aurait signifié qu'ils comprenaient que quelque chose de grave s'était produit. Être offensé signifiait qu'ils pensaient toujours être les victimes. Ils n'ont pas nié m'avoir laissé à Sagebruch-Stop. Ils l'ont admis presque fièrement. Mon père a dit que c'était contrôlé. Ma mère a dit que c'était nécessaire. Tous deux ont affirmé que j'étais devenue irrespectueuse et que j'avais besoin de résilience. Le juge leur a demandé s'ils comprenaient le risque. Mon père a répondu que des gens survivaient à pire tous les jours. Ma mère a dit que la peur était un maître utile. Je me suis assise à côté de l'assistante sociale et j'ai fixé la table parce que les regarder me donnait mal au ventre. Puis, le rapport du thérapeute a été lu. Maltraitance émotionnelle, humiliation, négligence, mise en danger de plus en plus grave, utilisation de la peur comme discipline. Ces mots étaient lourds, mais ils étaient clairs. Ils coupaient à travers tout le vocabulaire familial que mes parents utilisaient pour faire passer la cruauté pour normale. Leçon, amour vache, caractère, cran. Soudain, ces mots ressemblaient à des costumes jetés sur quelque chose de laid. Le tribunal a proposé une voie vers la réunification. Des cours de parentalité, des visites surveillées, une thérapie familiale, des contrôles à domicile, des évaluations régulières, une chance de prouver qu'ils pouvaient changer. Ils auraient pu me choisir. Ils auraient pu dire qu'ils avaient eu tort, même s'ils ne le ressentaient pas encore. Au lieu de cela, mon père a demandé ce que cela ferait à ses contrats de remorquage. Ma mère a demandé qui aurait accès à des affaires familiales privées. Ils étaient plus humiliés par la surveillance qu'effrayés à l'idée de me perdre. Quelques semaines plus tard, ils ont choisi d'abandonner volontairement leurs droits parentaux plutôt que de mener à bien le plan de réunification. Les gens pensent que le pire dans l'abandon, c'est le premier départ. Parfois, c'est le second. La première fois, ils m'ont laissé dans une station-service. La deuxième fois, ils m'ont laissé dans un palais de justice parce qu'admettre leur faute coûtait plus de fierté que je n'en valais à leurs yeux. Je n'ai pas hurlé quand je l'ai appris. Quelque chose en moi s'est immobilisé, comme une porte qui se verrouille doucement. Après cela, la vie a avancé à pas prudents. Les Vance sont devenus ma famille d'accueil, puis ma presque famille, puis ma vraie famille, bien avant que les papiers ne le disent. Caleb n'a jamais essayé de remplacer quoi que ce soit par la force. Il m'a appris à lire des cartes, à vérifier les panneaux kilométriques, à garder de l'eau dans une voiture et à demander de l'aide sans avoir honte.
Il ne m'a pas enseigné la survie en m'effrayant. Il me l'a enseigné en se tenant à mes côtés. June m'a emmené en thérapie et n'a jamais exigé que je sois reconnaissante. Elle frappait avant d'entrer dans ma chambre. Elle demandait avant de toucher mon épaule. Elle me croyait les jours où je ne pouvais pas expliquer pourquoi j'avais peur. La guérison n'a pas été jolie. J'ai détesté les stations-service pendant des années. J'ai détesté la chaleur au-dessus du goudron. J'ai détesté la phrase « je reviens tout de suite ». Si June allait au magasin et disait qu'elle reviendrait dans 15 minutes, mon corps se moquait bien du fait qu'elle soit gentille. Mon corps se souvenait de l'attente. La thérapie m'a donné les mots pour cela. Traumatisme, hypervigilance, violence psychologique, abandon. Au début, ces mots me donnaient l'impression d'être brisé. Plus tard, ils m'ont donné l'impression d'avoir une carte. Vous ne pouvez pas trouver votre chemin pour sortir de quelque chose si personne ne vous laisse nommer où vous vous trouvez. Quand l'adoption est devenue officielle, on m'a demandé si je voulais garder mon nom. Élise Carvé ressemblait à une fille debout sous le panneau d'une station-service avec de la poussière dans ses chaussures et de la terreur dans la gorge. Mara Vance ressemblait à quelqu'un qui pourrait survivre assez longtemps pour devenir plus que ce qui lui était arrivé. Alors, j'ai choisi Mara. June a pleuré quand le juge l'a approuvé. Caleb n'a pas pleuré jusqu'au parking, où il m'a serré prudemment dans ses bras et m'a dit que je pouvais changer d'avis sur n'importe quoi dans la vie, sauf sur à quel point il me voulait. J'ai porté cette phrase en moi pendant des années. Le programme d'archives d'été, pour lequel j'avais autrefois été puni de l'avoir voulu, est devenu le début de mon avenir. J'ai appris à restaurer des photographies, des documents, des lettres et des archives familiales que le temps avait presque détruits. Un visage qui s'effaçait sur le papier pouvait être ramené à la vie. Un nom presque perdu pouvait être lu à nouveau. Une image déchirée pouvait être réparée sans prétendre que la déchirure n'avait jamais existé. C'est peut-être pour cela que j'aimais ce travail. Il ne demandait pas aux choses endommagées de devenir intactes. Il leur demandait de devenir assez entières pour être tenues. Après l'université, j'ai déménagé à Portland, dans l'Oregon, parce que je voulais de la pluie, des rues vertes et une ville où personne ne connaissait le nom de Carvé. J'ai bâti une carrière tranquille dans la restauration de vieilles archives familiales. Les gens m'apportaient des boîtes provenant de greniers et de garages, des albums tachés par des inondations, des lettres brûlées sur les bords, des actes de naissance pliés en morceaux. Ils me confiaient la preuve qu'ils avaient existé. Je n'ai jamais dit à la plupart de mes clients que je comprenais la peur d'être effacé mieux qu'ils ne le pensaient. À Portland, j'ai rencontré Ethan Rowe lors d'une exposition communautaire où j'avais restauré des photographies d'un quartier démoli. Il était architecte paysagiste, stable d'une manière qui ne semblait pas forcée. Quand je lui ai parlé du désert, il ne m'a pas demandé pourquoi je ne leur avais pas pardonné. Il a simplement dit, cela n'aurait jamais dû t'arriver. À 27 ans, j'avais une vie qui aurait semblé impossible à la fille de Sagebrush Stop. Un petit appartement avec des plantes sur le rebord de la fenêtre. Un studio qui sentait le papier et la poussière propre. Des appels téléphoniques le dimanche avec Caleb et June. Des dîners avec des amis qui ne punissaient pas le silence. Un mari qui ne partait jamais sans me dire quand il serait de retour, et qui le pensait toujours. J'ai bloqué tous les numéros que mes parents biologiques utilisaient. La plupart des jours, la paix semblait presque normale. Puis mon téléphone s'est allumé avec 113 appels en absence et messages. Et les gens qui avaient passé 15 ans à prétendre que j'étais le problème venaient me chercher comme si j'étais leur dernière solution. Les premiers messages étaient frénétiques mais pas affectueux. Réponds, s'il te plaît. C'est sérieux. Tu ne peux pas ignorer ta famille pour toujours. Ta mère est malade. Ton père a besoin d'aide. Nous connaissons ton nom maintenant. Ce dernier m'a glacé le sang. Ils connaissaient mon nom maintenant. Pas celui qu'ils avaient jeté, mais celui que j'avais construit. Je n'ai pas répondu jusqu'à ce qu'un message arrive d'un numéro que je ne reconnaissais pas. C'était ma jeune sœur, Talia. Elle était trop petite pour comprendre grand-chose quand j'ai disparu. Et pendant des années, j'avais supposé qu'elle croyait n'importe quelle histoire qui faisait paraître nos parents innocents. Son message était court. Je sais ce qu'ils ont fait. J'ai lu les dossiers. Je suis désolé. S'il te plaît, appelle-moi seulement si tu veux la vérité. Alors, j'ai appelé. Sa voix était plus âgée que ce à quoi je m'attendais, fatiguée d'une manière que je reconnaissais. Elle m'a raconté que nos parents avaient presque tout perdu.
L'entreprise de remorquage s'était effondrée après que mon père eût été poursuivi pour une saisie illégale de véhicules, ce qui avait exposé des années de pratiques douteuses. Le motel perdait énormément d'argent depuis des années. Mais les vrais dégâts sont arrivés après que ma mère a publié un commentaire moralisateur en ligne sur la façon dont les enfants avaient besoin d'une discipline plus stricte. Quelqu'un de Quartzbent a répondu par 3 mots. Sagebrush stop. Vous vous souvenez? Il n'en a pas fallu plus. Les gens ont commencé à parler. Un ancien employé a mentionné les images de sécurité. Un greffier à la retraite a laissé entendre que les dossiers du tribunal étaient bien réels. Quelqu'un a trouvé un vieil article local sur une enquête pour mise en danger d'enfants impliquant une famille d'entrepreneurs en bord de route. Ensuite, TikTok a fait ce que les petites villes avaient l'habitude de faire, mais en plus rapide. L'histoire s'est répandue. Les clients ont cessé de venir. Les voyageurs ont laissé des avis qualifiant le motel de dangereux pour les familles. Les locaux, qui autrefois louaient mes parents pour leur dureté, ont soudainement agi de façon choquée que cette dureté ressemble exactement à de la maltraitance quand personne ne regardait. Mon père accusait la cancel culture. Ma mère accusait les gens jaloux. Aucun d'eux ne se remettait en question. Talia m'a raconté qu'elle avait demandé les documents du tribunal après avoir eu son propre enfant et remis en question chaque histoire qu'il racontait à mon sujet. Ils avaient dit que je m'étais enfui. Ils avaient dit que mes parents d'accueil m'avaient manipulé. Ils avaient dit que l'État les avait punis pour une leçon inoffensive. Puis elle a lu le rapport. Elle a lu ce qui s'était passé à la station-service, les images, l'appel téléphonique, le refus de revenir, et le schéma qui avait précédé. Elle a dit qu'elle avait regardé son petit garçon dormir et qu'elle avait su qu'elle ne laisserait jamais nos parents lui enseigner quoi que ce soit. Elle a coupé les ponts peu après. C'était pour cela qu'ils m'appelaient. Non pas parce qu'ils avaient changé, mais parce qu'elle était partie, elle aussi. Ma mère était gravement malade. Mon père avait des dettes. Ils avaient besoin d'argent, de signatures, d'aide avec la paperasse médicale, et surtout, d'une fille prête à se tenir en public et à les faire paraître pardonnables. Ethan m'a dit que je ne leur devais rien. June a dit que mon choix devait protéger ma paix, pas leur confort. Caleb est resté silencieux avant de dire, certaines personnes ne considèrent un pont comme important qu'après avoir brûlé toutes les routes derrière eux. Je n'y suis pas retourné pour les sauver. J'y suis retourné parce qu'il y avait une dernière porte dans ma vie qui portait encore leurs empreintes, et je voulais la fermer moi-même. Je les ai retrouvés dans un cabinet d'avocats près de l'hôpital, pas chez eux, car ils n'en avaient plus. Mon père avait l'air plus petit que dans mes souvenirs. Ma mère avait l'air malade, mais toujours apprêtée, essayant toujours de contrôler la pièce avec sa posture et ses larmes. Elle a dit, Élise, quand je suis entrée. Je l'ai corrigée une fois. Mara. Elle a pressé un mouchoir contre sa bouche comme si mon nom l'avait blessée. Mon père a dit qu'ils avaient fait des erreurs. J'ai failli rire, mais je ne l'ai pas fait. Je lui ai dit qu'une erreur, c'était manquer une sortie. Une erreur, c'était acheter des chaussures de la mauvaise taille. Ce qu'ils avaient fait, c'était laisser une fille de 12 ans dans une station-service du désert, sans téléphone, sans eau et sans moyen de rentrer chez elle. Puis revenir en conduisant assez lentement pour s'assurer qu'elle sache qu'il riait. Ma mère a pleuré plus fort et a dit qu'il voulait seulement que je sois forte. J'ai répondu, non, vous vouliez que j'aie peur. Vous vouliez gagner un pari. La pièce est devenue silencieuse. Pour une fois, aucun des deux n'avait de meilleurs mots derrière lequel se cacher. Mon père a commencé à parler de factures, de signatures, de réputation, et de la façon dont les gens les détruisaient pour une histoire vieille de si longtemps. C'est là que j'ai compris leurs regrets. Ils ne pleuraient pas sur ce qu'ils m'avaient fait. Ils pleuraient sur le fait que cela leur coûtait enfin quelque chose. Ma mère m'a demandé si je pouvais leur pardonner avant qu'il ne soit trop tard. Je lui ai dit que le pardon n'était pas une performance que je devais à des personnes mourantes qui ne trouvaient mon numéro que lorsqu'elles avaient besoin d'être secourues. Je leur ai dit que je ne paierais pas leurs factures. Que je ne signerais pas de fausses déclarations. Que je n'aiderais pas à réparer leur nom. Que je ne deviendrais pas la fille obéissante dans le dernier chapitre d'une histoire. Ils s'étaient ruinés tout seuls. Mon père m'a demandé si j'allais vraiment les abandonner. Ce mot aurait dû me faire mal. Au lieu de cela, il a tout clarifié. Je me suis penché en avant et j'ai dit, vous avez parié que je ne trouverais pas le chemin de la maison. Je l'ai fait. C'est juste que ce n'était pas la vôtre. Ma mère a sangloté. Mon père a détourné le regard. Je me suis levé sans trembler.
À la porte, je me suis retourné une dernière fois. Je leur ai dit que Talia avait parfaitement le droit de protéger son enfant. Je leur ai dit que Caleb et June étaient mes parents. Je leur ai dit que la famille que j'avais maintenant n'était pas construite sur la peur, les tests ou les portières de voitures verrouillées. Puis je suis parti. La vengeance ne ressemblait pas à des hurlements. Elle ne ressemblait pas au fait de les détruire. Ils l'avaient fait eux-mêmes à travers chaque choix qu'ils refusaient de nommer. La vengeance ressemblait au fait de marcher dans la lumière du soleil avec plus rien à prouver. Dans l'avion du retour, j'ai pensé à la fille de Sagebruch Stop qui croyait qu'être abandonnée signifiait qu'elle ne valait pas la peine d'être gardée. Elle avait tort. Elle avait été indésirable pour des gens qui confondaient la cruauté avec la force. Mais elle n'avait jamais été indigne d'être aimée. La maltraitance ne devient pas de l'éducation parce que quelqu'un l'appelle une leçon. La peur ne forge pas le caractère. L'humiliation ne crée pas la résilience. Les connaissances précieuses ne s'enseignent pas en abandonnant quelqu'un en danger. La vraie éducation enseigne la responsabilité avec la sécurité, les limites avec le respect, et la force sans briser l'esprit de la personne qui apprend. La famille ne se prouve pas par les liens du sang seul. Elle se prouve par la protection, l'honnêteté, la responsabilité et la volonté de faire en sorte qu'un enfant se sente en sécurité quand le monde est déjà assez dur comme ça. S'éloigner des personnes qui vous blessent n'est pas toujours de l'amertume. C'est parfois la décision la plus saine que vous ne prendrez jamais, et c'est parfois ainsi que vous empêchez la douleur d'être transmise à la génération suivante. Je n'ai pas quitté ce bureau les mains vides. Je suis parti avec mon nom, ma paix et la vie que j'avais construite après qu'ils avaient essayé de faire de la peur toute mon histoire. Si quelqu'un qualifie la cruauté de leçon, peut-être que la vraie leçon est d'apprendre quand il faut s'en aller. Avez-vous déjà eu à choisir la paix plutôt que les liens du sang? Dites-le moi dans les commentaires.